Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, aujourd'hui, 1685, la révocation de l'édit de Nantes, événement européen, écrit par Philippe Joutard et lu par Nora Krief. En mettant fin aux dispositions par lesquelles son prédécesseur, Henri IV, avait octroyé aux protestants une certaine liberté de culte, Louis XIV rompt avec l'esprit des paix de religion pour imposer un catholicisme intransigeant. La persécution et l'exode massif des huguenots français suscitent l'indignation en Europe et, au total, l'affaiblissement de la France. S'il existe une date qui articule histoire mondiale de la France et histoire franco-française, c'est bien l'édit de Fontainebleau des 17 et 18 octobre 1685 qui révoque l'édit de Nantes d'avril-mai 1598. Celui-ci, mettant fin aux guerres de religion, avait instauré un compromis reflétant bien l'état des forces en présence. Le catholicisme était conforté comme religion d'État, celle du roi, et était rétabli dans tout le royaume. Le protestantisme était toléré partout où il existait avec temple et pasteur, sans pouvoir progresser. Ses fidèles avaient libre accès à toutes les fonctions. En outre, des places de sûreté et l'entretien de troupes offraient des garanties militaires, ce qui faisait de la communauté protestante autant un parti qu'une église. Cet équilibre fragile a duré 60 ans. Richelieu et Louis XIII, à la suite de plusieurs conflits militaires, réussirent à supprimer ces garanties, mettant fin aux partis protestants, mais non aux églises. Richelieu n'a pas profité de sa victoire militaire pour supprimer le protestantisme, comme le souhaitaient les dévots. À l'extérieur, la guerre de 30 ans conduisait la monarchie française à soutenir les princes protestants contre les Habsbourg. En contrepartie, les Huguenots firent preuve d'une loyauté sans faille pendant la Fronde et même justifiaient l'absolutisme royal avec une conviction qui n'avait rien à envier aux théoriciens catholiques. On peut même parler d'un âge d'or relatif. Tout change en 1661. Louis XIV, seul maître du pouvoir, interprète l'édit avec plus de rigueur et aggrave même les contraintes qui pesaient sur les réformés, comme s'il voulait peu à peu étouffer le protestantisme. Curieusement, cependant, la pression s'arrête en 1669 pour être remplacée par une caisse de conversion, achetant les abjurations. Le grand roi vient de s'attaquer aux provinces unies calvinistes et ne veut pas donner à l'Europe le sentiment d'une croisade anti-protestante pour conserver l'alliance des princes protestants allemands. Dès la guerre finie, le harcèlement reprend. La même année, comprenant les objectifs royaux, l'intendant du Poitou, Marillac, prend l'initiative d'utiliser les logements de troupes chez l'habitant pour convertir les protestants, alors que ce traitement était habituellement réservé aux récalcitrants qui ne payaient pas leurs impôts. Ce sont les dragonnades. Les autorités savaient augmenter le nombre des soldats logés tant que l'abjuration n'était pas obtenue sur leurs logeurs, la mort exceptée. Les résultats sont spectaculaires et les conversions se multiplient. Non seulement l'inventeur n'est pas désavoué, mais sa méthode est reprise tout au long de l'année, par ses collègues dans le Béarn, le Languedoc occidental, en septembre et début octobre dans les bastions huguenots du Bas-Languedoc oriental et les Cévennes. Ici, le récit colporté des exactions dans les régions voisines est tellement effrayant que la seule approche des troupes conduit les réformés à se précipiter vers les registres d'abjuration. Les rapports de victoire se multiplient. Persuadé que le calvinisme français est agonisant, le roi décide sans plus attendre de révoquer l'édit de Nantes, ce qui est acté dans le conseil du roi du 17 octobre, l'édit étant scellé le 18. Le préambule justifie la décision royale. Le roi ne ferait que respecter le souhait de son grand-père et de son père, que ceux-ci n'ont pas pu réaliser. Ainsi, le culte protestant est interdit
et les temples détruits, les pasteurs ont le choix entre la conversion et l'exil immédiat. L'exil n'est pas autorisé pour les simples fidèles, contrairement aux règles internationales. Pour compenser cette mise en cause, il était permis aux derniers religionnaires de rester dans le royaume à condition de ne pas pratiquer leur culte. Mais sur place, avec l'accord de Versailles, les autorités locales ne respectent même pas cet article et envoient les dragons chez tous ceux qui ne se sont pas présentés à l'église. Pire, certaines d'entre elles, en Languedoc en particulier, imposent sous peine de dragonnade la confession et la communion forcée lors de Pâques 1686. Pour atténuer la responsabilité royale, on a évoqué l'influence pernicieuse du confesseur du roi, le père Lachaise, et de son épouse, Madame de Maintenon, en privilégiant la dimension religieuse. Tout confirme une volonté politique claire de Louis XIV, liée à sa conception du pouvoir qui s'étend à la direction des consciences. Le contexte international a doublement sa place dans la prise de décision. C'est un temps d'apogée européen. Le grand roi vient de remporter une grande victoire. Il a signé une trêve de 20 ans avec l'Espagne. Et en février 85, le catholique Jacques II monte sur le trône anglais, ce qui lui assure une neutralité bienveillante. Une autre raison intervient. 2 ans plus tôt, les Ottomans assiégeaient Vienne. L'empereur et le pape appelèrent à l'aide et Louis XIV se garda bien de répondre positivement au risque de ne pas faire preuve de solidarité catholique. Quoi de mieux que de faire preuve du contraire en éradiquant l'hérésie sans évoquer le conflit avec la papauté. Les conséquences internationales de la révocation sont encore plus importantes. L'image du grand roi est durablement ternie et son réseau d'alliances avec les princes protestants allemands compromis. La répercussion la plus grave se situe outre-Manche. Nul doute que les récits des persécutions qui ont précédé et suivi la révocation, comme le témoignage des rescapés réfugiés, ont joué un rôle important dans la peur de l'installation d'une dynastie catholique. Et quelques mois plus tard, Guillaume d'Orange était accompagné dans son débarquement principalement par des gentilshommes huguenots, réfugiés, et son armée était commandée par l'un des plus illustres généraux de Louis XIV, qui avait préféré l'émigration à la conversion. L'émigration huguenote est un phénomène de longue durée et qui d'ailleurs n'a pas commencé sous Louis XIV. Dès la Saint-Barthélemy, au siècle précédent, arrivent les premiers émigrés. Puis après le siège de La Rochelle, on trouvait déjà les Huguenots dans les cantons helvétiques, les Provinces-Unies et les îles britanniques. Mais malgré les interdictions et la répression, le départ clandestin des protestants fut beaucoup plus massif. Plus que la quantité, c'est la qualité, le type des migrants et les lieux d'accueil qui en font l'importance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son ampleur numérique a été surestimée, comme son impact sur l'économie française. Pour la qualité des immigrants, il y eut les officiers et les journalistes qui donnent une ampleur et un rayonnement sans pareil à la presse hollandaise. Paradoxalement, ces intellectuels renforcent l'influence de la langue française dans l'Europe. L'exemple le plus spectaculaire est celui de la Prusse. Le grand électeur Frédéric de Brandebourg accorde de multiples avantages aux émigrés huguenots par l'édit de Potsdam. Il en attire au moins 15 000. Ceci joue un rôle décisif dans le décollage de son État, aussi bien dans le domaine économique que culturel, sans parler de la constitution de son armée. Contrairement aux espérances du grand roi, la révocation a contribué à l'affaiblissement de la domination française dans le monde et à l'émergence de la puissance anglo-saxonne. Pendant une grande partie du XVIIIe siècle, les communautés du refuge conservèrent leur identité. Certains de leurs membres donnèrent leur appui aux protestants restés en France et qui très vite refuseront la révocation et chercheront à maintenir leur culte malgré l'absence des pasteurs. Ils donnèrent la plus grande publicité dans toute l'Europe à cette résistance, en particulier
au temps de la guerre des Camisards, rendant célèbres les lieux jusqu'alors bien ignorés comme les Cévennes. La révocation ne fut en effet jamais abolie, même après la mort de Louis XIV et du temps des Lumières, créant toute une population sans état civil, car refusant d'être baptisés ou mariés dans les églises catholiques. Moins forte, mais réelle, la persécution se prolongea jusqu'au milieu des années 1760. Ce siècle de persécution et de résistance a forgé une forte mémoire chez les Huguenots. Ils adhérèrent avec enthousiasme à la Révolution et plus tard furent des fermes soutiens de la Troisième République et de son école laïque. C'est aussi la mémoire de ce passé qui a conduit les bastions huguenots à être particulièrement actifs dans l'accueil des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale